bonjour à tous et merci encore une fois de m'avoir invité à ces passionnantes journées. J'interviens ici au titre d'une consultation que je dirige dans le cadre du service de pédopsychiatrie, du service de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et une consultation que je dirige depuis 25 ans maintenant et qui est la consultation de thérapie familiale. Et je suis heureux de vous en parler un petit peu aujourd'hui et de vous parler de l'apport que cette pratique peut apporter autour de ces situations de radicalisation. Je vais vous en donner quelques données un petit peu théoriques et essayer de l'illustrer à partir de situations, c'est-à-dire très concrètes, comment on va travailler sur ces situations. Alors le contexte général dans lequel on intervient, on en parle depuis 2 jours, et c'est un contexte dans lequel il s'est créé, ces 3-4 dernières années, une espèce de bulle. Une bulle tout à fait particulière qui a été cette aimantation d'un nombre extrêmement important de jeunes et de très jeunes vers les mirages de Daesh, vers les mirages de l'État islamique, c'est-à-dire, sans doute, pour beaucoup d'entre eux, davantage une aimantation vers une création, vers un idéal, et ça a beaucoup été dit, que vers des processus de destruction à proprement parler. Et c'est sans doute en ce sens que, comme vous le savez aussi, eh bien, sur tous ces nouveaux radicalisés, c'est-à-dire le fait que le nombre de radicalisés a été multiplié par 10, voire par 20 au cours de ces années, eh bien, il y a eu 20% de mineurs, il y a eu 30% de filles, et il y a eu 35% de convertis. C'est quelque chose de tout à fait inédit. Et pour ces 20% de mineurs, on ne peut pas ne pas se demander jusqu'à quel point eh bien, ces conversions, ces radicalisations n'interrogent pas le processus adolescent à proprement parler, et c'est la question qui s'est beaucoup posée ces 2 derniers jours. C'est-à-dire en quoi la radicalisation rejoint le processus adolescent en tant que tel. On a mis en place cette consultation dans le service de pédopsychiatrie. Moi, j'avais commencé déjà à travailler sur ces situations avec le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Puis, à la demande de la préfecture, on a commencé à recevoir un certain nombre de patients dont les familles faisaient appel au numéro vert ou directement à la préfecture ou qui étaient directement signalés pour association de terrorisme, ceux qui n'étaient pas en prison, auprès de la préfecture. On a fait un certain nombre de publications autour de cela. Celle sur laquelle je vais m'appuyer aujourd'hui, c'est une publication qui est parue dans Neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et qui donc est en collaboration avec Nicolas Campello et Caroline Thompson, avec qui on travaille à cette consultation, et qui retrace 2 ans d'activité de consultation auprès de ces jeunes, sachant que, bien évidemment, ce qu'on leur propose, ce n'est pas que des entretiens de thérapie familiale, ce serait un petit peu faible, surtout qu'ils ont lieu toutes les 3 semaines ou tous les mois. C'est une prise en charge multiple, pluridisciplinaire, avec des prises en charge individuelles et des prises en charge de groupe éventuellement. Mais je dirais que la prise en charge des familles, elle est un peu le pivot de cette prise en charge et de l'organisation de la prise en charge. Donc on est revenu sur la trajectoire de 34 sujets qu'on a fait rentrer dans notre file active donc sur 2 ans, entre 2015 et 2007, avec une moyenne d'âge de 15 ans et demi. Moitié-moitié à peu près garçons et filles, ce qui ne rejoint pas la population générale, mais il vous apparaîtra assez clair que les familles vont plus se mobiliser beaucoup plus vite autour de dérapages, si on peut dire, des filles que des garçons. C'est beaucoup plus visible et ça inquiète beaucoup plus tôt. Et sur l'ensemble de ces cas, eh bien, tout de même, si 20% n'avaient peu de choses à voir, voire rien du tout avec la radicalisation, c'était juste des familles qui s'inquiétaient pour une certaine attraction religieuse d'un de leurs enfants, une certaine attraction vers l'islam, mais qui n'avait rien à voir avec un processus de radicalisation, eh bien, pour les 80% restants, la moitié nous a paru très largement vulnérable et l'autre moitié présentait une radicalisation avérée. Alors, ces familles, elles sont très diverses, les trajectoires sont très différentes de l'une à l'autre, ces adolescents sont très différents les uns des autres, mais il y a une chose, à travers toutes ces situations, qui a retenu particulièrement notre attention, c'est-à-dire ces
des familles dans lesquelles les processus d'emprise réciproque sont particulièrement importants. Et que ce soit des familles très fusionnelles, très repliées sur elles-mêmes, ou au contraire des familles traversées par des séparations, par des crises, par des ruptures, par des transplantations, par des exodes, par des exils, donc des familles, je dirais, qui pourraient apparaître morphologiquement comme très différentes, eh bien, étaient des familles dans lesquelles ces processus d'emprise étaient particulièrement forts. Alors vous me direz, on trouve peut-être toujours ce qu'on cherche, mais enfin, ça fait quand même 25 ans que je m'occupe de cette consultation, que j'ai vu des milliers de familles autour d'adolescents en difficulté, et je dois vous avouer que j'ai été particulièrement interpellé par cette dimension. Donc pour dire les choses un petit peu vite fait, c'est comme si c'était des adolescents qui étaient déjà dans une secte, qui est leur famille, et que pour quitter cette secte, eh ben, ils trouvent une autre secte qui est un petit peu de valeur équivalente à celle qu'ils doivent quitter, et surtout qui a une force attractive suffisante pour les dégager du travail qu'ils sont en train de faire à l'intérieur de leur famille. Parce que pour vous donner que vous avez sans doute, mais pour vous rappeler quelques notions de cette logique systémique qui préside aux thérapies familiales, c'est que l'adolescence, c'est un processus de désaffiliation des valeurs de sa famille pour se réaffilier, comme vous le savez, à d'autres groupes, à d'autres valeurs, à d'autres identifications, etc. Chercher une identité en dehors de la famille, et que ce moment de l'adolescence est celui où la famille doit permettre cette transformation. Quand est-ce que cette désaffiliation ne peut pas avoir lieu? Eh bien, quand les affiliations intrafamiliales sont beaucoup plus importantes que les possibilités de désaffiliation. Autrement dit, quand le boulot que ces ados ont à faire à l'intérieur de leur famille pour maintenir la cohésion familiale, pour maintenir leurs parents vivants, pour maintenir une histoire familiale qui puisse se transmettre à l'intérieur de la famille, eh bien, ils sont tellement absorbés par cette place et par ce rôle qu'ils occupent à l'intérieur de la famille qu'il est impossible pour eux de s'en dégager, sinon au prix d'une mise en danger qui va parfois, et le plus souvent, à l'encontre de leur propre intégrité. Et c'est ce que vous connaissez bien dans la pathologie adolescente, dans les troubles alimentaires extrêmement graves, dans les tentatives de suicide, dans les attaques contre soi, dans certaines formes de violence, etc. C'est-à-dire que ce passage adolescent ne peut se faire que à ce prix-là. Et la famille est regroupée non pas autour du chef de famille ou des parents ou des valeurs de la famille, mais elle est regroupée autour d'une espèce de totem qui est cet adolescent et devant lequel tout le monde se prosterne. C'est ce que nous appelons le patient désigné, l'adolescent désigné par la famille, pour incarner à la fois des processus de transmission qui ne peuvent s'énoncer et à la fois pour cristalliser les liens autour de lui. Et vous serez sans doute surpris d'entendre que, eh bien, sur ces 34 familles sur lesquelles on a fait notre étude, eh bien, ces processus-là étaient particulièrement présents et particulièrement tenaces. Comme vous le disiez très, très, très justement, bien souvent, cette désaffiliation se fait à partir d'affiliations qui sont des affiliations virtuelles. Et vous avez tout à fait raison de souligner à quel point on aurait tort de penser que ces affiliations virtuelles sont bien moins inquiétantes ou bien moins pathogènes que des affiliations réelles dans d'autres groupes, quels qu'ils soient. Ces affiliations virtuelles amènent une connotation passionnelle extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'il y a un lien totalitaire virtuel qui fait que dans des processus un peu passionnels en miroir, l'autre est comme moi, je suis comme l'autre, hein, ce qui caractérise le plus fortement ce type de lien, eh bien, ces jeunes s'affilient à un autre groupe. Et parfois extrêmement rapidement. Et que je crois qu'il est important de souligner qu'il y a deux aspects dans l'embrigadement, qui sont d'une part l'embrigadement idéologique et d'autre part l'embrigadement relationnel. Évidemment, l'un est lié avec l'autre, mais que l'embrigadement relationnel, à ce moment de l'adolescence, et encore une fois,
ça me paraît important de souligner, parce qu'on a fait aussi un autre article en comparant les motifs d'engagement des jeunes et des adolescents et les motifs d'engagement des adultes et des jeunes adultes, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Eh bien, cet embrigadement relationnel, pour ces adolescents, il est bien supérieur et bien plus important que l'embrigadement idéologique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'adhérer dans une identification totalement adhésive, de type de celle qu'ils avaient dans leur famille, il s'agit d'adhérer à un nouveau groupe d'appartenance. Et que cette adhésion, elle est passionnelle. Chez beaucoup de jeunes que nous avons suivis, je dirais que leur embrigadement idéologique, bon, il était plus ou moins flou, il était plus ou moins présent, il était plus ou moins prenant, il était plus ou moins compris par ces jeunes-là, qui pouvaient vaguement en parler, le remettre en question éventuellement. Mais par contre, cet embrigadement relationnel d'adhésivité au groupe, et très souvent à un groupe virtuel, était la chose la plus compliquée qui était à détricoter. Et pour détricoter cet engagement, donc cette réaffiliation, disons sur un mode beaucoup plus sectaire, à un groupe, eh bien, on est passé par le fait de recréer le plus possible les groupes familiaux réels, naturels de ces jeunes, non pas pour essayer d'effacer les conflits, non pas simplement pour qu'ils nous racontent leur histoire, mais aussi pour travailler très directement, in situ, dans l'ici et maintenant, sur ces liens passionnels familiaux, c'est-à-dire replonger les jeunes dans cette atmosphère familiale extrêmement passionnelle, extrêmement sectaire au sens où on privilégie les liens intérieurs aux liens avec l'extérieur, au sens où les frontières sont rigides et non pas poreuses entre le monde interne et le monde externe, enfin entre le groupe interne et le groupe externe, et donc et travailler très dynamiquement sur ce qui les relie et l'intensité des émotions passionnelles qui les relient. On ne doit pas oublier à quel point la famille est le lieu de la passion. Si on l'a oublié, on peut relire nos classiques, on peut relire les antiques, et on verra que dans la famille des Atrides, eh bien, c'était bien autre chose que l'amour qui circulait à l'intérieur de la famille, ou une forme d'amour très largement mêlée de haine, comme vous le savez, mais que c'est cette forme d'amour extrêmement passionnelle qui fait que Électre va enterrer son frère contre l'avis de son beau-père. C'est-à-dire c'est cette forme de lien chargée de passion, chargée de haine, qui fait qu'on participe d'un destin, et d'un destin collectif, sans pouvoir beaucoup le remettre en question, à moins de, justement, franchir ce pas qui vous fait basculer dans un autre univers, et qui tout à coup, comme une espèce de transformation interne, ou plutôt de superposition interne, eh bien, c'est d'autres valeurs, d'autres affiliations, comme un prêt-à-penser, qui viennent vous permettre de réaliser cette séparation. Trois exemples de prise en charge un petit peu, alors évidemment dans le temps qui m'est imparti, donc ça va être très rapide, mais peut-être 3 vignettes qui illustrent cette dimension à la fois interne et d'engagement extérieur. Une chose qui nous a frappé, c'est à quel point les 5 minutes, donc j'ai 5 minutes pour vous parler de ça, je vais faire le plus vite possible, c'est à quel point les recruteurs extérieurs arrivaient à percevoir la place et le rôle que ces jeunes occupaient à l'intérieur de leur famille. Et quand ils faisaient miroiter à l'une qu'elle allait être celle qui allait sauver le monde, sauver les enfants massacrés par Bachar al-Assad, qu'elle allait être une espèce de mère Teresa toute puissante là-bas, eh bien, je pense à une de mes patientes que j'appellerai Pauline, eh bien, ça venait rejoindre chez elle la place qu'elle occupait dans sa famille depuis toujours. La mère de Pauline avait perdu ses parents lorsqu'elle était adolescente, et elle était dans un éternel deuil par rapport à ses parents. Le père de Pauline était un adolescent vraisemblablement un peu sur un versant, on dirait, sur un versant autistique aujourd'hui, hein, dans le spectre autistique, sans aucun lien autre que celui qu'il entretenait avec sa propre sœur qui s'appelait Pauline. Donc cet enfant naît d'une mère en deuil extrême qui dira « Ma fille m'a sauvé la vie le jour de sa naissance, car sans elle, je pense que je serais morte », et d'un père qui appelle
sa fille du nom de sa propre sœur, qui était le seul lien qu'il avait avec l'extérieur pendant toute son adolescence. Donc vous voyez une focalisation sur une jeune fille qui a pour première mission de sauver ses parents, de sauver sa famille, et 2 sœurs naîtront après, mais les 2 sœurs pourront s'épanouir tranquillement puisque cette place de totem, elle est occupée à l'intérieur de la famille. Et le jour où elle va entendre par hasard, parce qu'elle leur a tapé sur Internet, j'ai envie de faire de grandes choses, j'ai envie d'avoir un destin grandiose, j'ai envie de sauver le monde, mes amis, je les trouve très futiles au lycée. Toc, elle tombe sur quelqu'un qui lui commence à lui jouer de la mandoline en lui disant « mais je devine que tu es quelqu'un d'extraordinaire, je devine que tu veux sauver le monde ». Et petit à petit, on l'a retrouvée à la frontière syrienne, et elle a été rattrapée de justesse. Mathieu, un autre adolescent dont on s'est occupé, a des parents qui ont été quasiment depuis sa naissance dans une rupture passionnelle, mais extrêmement, extrêmement intense, qui occupaient toute la place dans le domicile familial, et donc qui ont fait que Mathieu, à la fois, il avait un peu à essayer d'éponger les effets délétères de cette passion, et puis on fait que les parents étaient tellement occupés par leur rupture et la série des ruptures dans laquelle ils se sont mis, qu'ils ne se sont pas aperçus que Mathieu était victime d'abus sexuels par un voisin plus âgé, qu'il avait entraîné son petit frère dans les abus sexuels avec ce voisin, et qu'il était écrasé par une culpabilité totalement mortifère par rapport à ce qui s'était passé. Et Mathieu va être attiré, bien évidemment, par un idéal de rédemption. Ce n'est pas d'aller faire des massacres en Syrie, c'est le fait de se sauver lui-même de cette culpabilité écrasante chez un adolescent totalement torturé, et totalement torturé notamment à la suite de ces abus sexuels sans doute, par des questions de sexualité. Quand on a relevé ces connexions Internet, par la suite, eh bien, on voyait alterner des connexions sur des sites pornographiques de plus en plus durs, de plus en plus violents, de plus en plus dégradants, puis des vidéos sur des décapitations pratiquées par Daesh, où on voyait bien, comment dire, la prolongation fantasmatique autour de cette problématique de sexualité et cette violence. Et j'en termine là-dessus, mais pour vous donner une idée, parce que la prise en charge de Mathieu a été très longue et très complexe, et encore une fois, on n'était pas seul, on avait la PJJ avec nous, l'aide sociale à l'enfance, etc. On a travaillé tous ensemble, mais ce qu'on a mis en place au niveau familial dans le service, c'est de faire venir pas seulement les parents, pas seulement le petit frère, mais toute la famille, c'est-à-dire les parents de chaque parent, les frères de chaque parent. Parfois, on était 12 ou 14 dans la pièce, avec l'ensemble de cette famille qui était là, parce que je vous parlais des Atrides tout à l'heure, mais cette famille, c'était les Atrides, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement un conflit extrêmement intense entre les parents, mais il y avait un conflit entre les 2 groupes familiaux. Et Mathieu, il était exactement au centre de ce conflit. Et donc, c'est en lui permettant, je dirais, presque corporellement, de réintégrer ce corps familial qu'il avait quitté en tentant de rejoindre l'État islamique, qu'on a pu lui faire éprouver corporellement un certain nombre de choses qui lui ont fait non pas réintégrer cette famille, mais pouvoir s'en dégager, pouvoir la quitter à moins de frais. Voilà, je vous remercie. Merci.